Bonjour. Euh, on va commencer la leçon des mouvements des planètes et satellites. Donc, cette leçon, elle est basée sur une loi que vous aviez déjà vue au tronc commun, qui s'appelle la loi d'attraction universelle, qui stipule que soit deux masses A et B, on va les assimiler à deux corps sphériques A et B, séparés par une distance D. La distance D est toujours entre les centres des deux solides. Alors, entre ces deux solides, il y a une force d'attraction mutuelle, c'est-à-dire en même temps A attire B vers lui et B, de même, applique une force d'attraction de B sur A. Alors, on va par exemple considérer que le corps B est le système étudié, donc dans ce cas, on va parler de la force appliquée par A sur B. Alors, l'intensité de cette force est exprimée par la loi d'attraction universelle qui stipule que la force appliquée par le solide A sur B, pardon, égale la constante d'attraction universelle fois le produit des deux masses est divisé par la distance au corps. Alors voilà ce qu'on appelle la loi d'attraction universelle. Donc, c'est une expression qui traduit l'intensité. Alors, si on veut l'exprimer en forme de vecteur, on peut dire que le vecteur FA sur B égale. Alors, c'est obligatoire d'utiliser euh, un vecteur unitaire porté par la droite de FA sur B. Alors, par exemple, on peut considérer que c'est celle-là. Alors, si on considère par exemple que c'est U qui est dirigé de A vers B et le vecteur unitaire, alors dans ce cas, on peut écrire que FA sur B, puisqu'il est dirigé dans le sens inverse, c'est moins l'intensité G MA fois MB sur D carré fois le vecteur U. Alors, voilà l'expression vectorielle. Donc, dans cette expression, G est la constante universelle. Sa valeur est égale à 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international. Alors on peut faire une analyse dimensionnelle pour savoir l'expression de son unité. Bon, alors voilà, c'est la loi qu'on va utiliser pour l'étude théorique des mouvements des planètes autour du satellite. Alors, grand 2, mouvement circulaire des planètes autour du Soleil. Alors, qu'on va remarquer, euh, dans le titre, on stipule que le mouvement est circulaire. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est une donnée, on étudie juste un seul type de mouvement qui est circulaire. Alors, on va commencer par l'application de la loi de Newton comme d'habitude. Donc, 1, nature du mouvement. Alors, si on applique la loi de Newton, alors la somme des forces, qui est une seule force, c'est la force appliquée par le Soleil sur la planète, égale la masse de la planète fois l'accélération du centre d'inertie de la planète. Alors, la force appliquée par le Soleil sur la planète, on peut la représenter comme suit. C'est une force attractive, donc elle est dirigée vers le centre du Soleil. Donc voilà Fs sur P. Alors,
puisque la trajectoire est circulaire, alors il vaut mieux faire la projection sur le repère de Freinet, qui est déjà représenté sur la figure. Alors, c'est le vecteur unitaire U qui est tangent, puis le vecteur N qui est normal. Alors, dans cette base, si on fait la projection, sur PNU ou UN, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, sur PU, la direction tangentielle, on va trouver que F est perpendiculaire, donc la projection est 0, donc ça va être égal à M de la planète fois la projection de l'accélération sur la tangente, c'est AG, pardon, c'est AT, puis sur la projection sur la normale, la projection de la force, c'est elle-même, donc sa norme, Fs sur P, égale la masse de la planète fois l'accélération normale. Alors, ça implique que la première relation va donner que AT égale à 0. La deuxième relation, on va remplacer FSP par son expression, c'est G, la masse du Soleil fois la masse de la planète, divisé par R carré. Alors R carré, c'est le rayon de la trajectoire de la planète. Cela est égal à la masse de la planète fois l'accélération normale. Alors, on va nommer cette relation par la relation 1, celle-là par la relation 2. Donc 1, ça va impliquer que AT est égal à 0. Or, AT, on sait que AT, c'est la dérivée de la vitesse, le module de la vitesse par rapport au temps, ce qui implique que la vitesse est constante, puisque cette dérivée est égale à 0. Donc la vitesse est constante. La vitesse est constante implique que le mouvement est uniforme. Donc, puisque c'est déjà circulaire, donc c'est circulaire uniforme. Puis, la relation 2 implique que AN égale. Donc, ici, il y aura une simplification. Donc, on va simplifier la masse de la planète avec la masse de la planète. Donc, ça va donner que AN égale à G, la masse du Soleil, sur le rayon carré. Or, AN égale à la vitesse carrée sur R, voilà la définition du cours. Donc, ça va être égal à G fois la masse du Soleil sur le rayon carré. On va simplifier par un rayon. Donc, on obtient la formule finale de la vitesse. C'est que la vitesse égale à la racine carrée de G M du Soleil sur R. Voilà, c'est la relation la plus importante du cours. Ça nous donne cette relation. Alors, comment doit-on comprendre cette relation? Cette relation, on doit la comprendre comme étant une condition, c'est-à-dire quelle est la vitesse qu'on doit donner à une planète dont le centre est distant du centre du Soleil par une distance r pour qu'elle ait un mouvement circulaire uniforme. C'est pour cela que cette vitesse elle est liée strictement à r. Alors après, on va passer à la vitesse angulaire. Puisque le mouvement est circulaire, alors elle est plus intéressante de parler de la vitesse angulaire, c'est-à-dire la quantité d'angle parcouru par unité de temps. Alors, comme déjà vu aux premières années, alors la vitesse angulaire, lorsqu'elle est constante, on va la symboliser par oméga. La relation entre les deux, c'est la vitesse linéaire, elle est toujours égale au rayon de la trajectoire multiplié par oméga. Donc, oméga, c'est tout simplement la vitesse sur r égale, le rayon, on va l'introduire à l'intérieur de la racine, donc ça va donner
la racine carrée de G, la masse du Soleil sur R à la puissance 3. Voilà la vitesse angulaire. Puis, on passe à la période. Par définition, la période, c'est le temps nécessaire pour effectuer un seul tour. Puisque la vitesse est constante, alors on va parler c'est un mouvement qui est uniforme, il se répète à chaque fois. Alors, on va tirer la relation de la période à partir de oméga. On sait que oméga, c'est l'angle parcouru sur le temps. C'est exactement comme la relation de la vitesse linéaire, distance sur le temps. Alors, par définition, la période t, c'est la durée nécessaire pour effectuer un tour. Alors, un tour, c'est exactement 2π. Ce qui fait que la période, c'est 2π sur oméga. Alors, donc, si on remplace oméga par son expression, alors on va trouver que c'est 2π. Donc, on va laisser la racine carrée et on inverse l'intérieur, le contenu intérieur. Donc, ça va donner R3 sur G multiplié par MS. Alors, voilà l'expression de la période du mouvement, c'est-à-dire le temps nécessaire pour effectuer un tour. Donc, à partir de cette période, on peut retrouver la loi de Kepler vue précédemment. Alors, cette loi, on la retrouve toujours en portant cette relation à la puissance 2 pour enlever la carré. Donc, ça va donner 4π carré fois R3 divisé par G fois MS implique que la période au carré sur R à la puissance 3, c'est 4π carré divisé par G fois MS. Donc, cette relation, on remarque que cette fraction, c'est une constante. Mais il faut faire attention, c'est que la notion de constante, elle n'est pas relative au temps. C'est-à-dire, c'est pas une question que cette fraction est indépendante du temps, ce qui est vrai, mais le plus important, c'est que les 4 éléments formant cette fraction, elles sont toutes indépendantes de la planète. Donc voilà la notion principale. Cette constante, elle est indépendante de la planète. Donc, toutes les planètes qui gravitent autour du Soleil auront la même valeur de cette constante. Voilà l'intérêt de cette relation, c'est-à-dire si on a deux planètes qui gravitent avec différentes périodes et différents rayons, on aura T1 carré sur R1 3, obligatoirement ça va être égal à 4π carré sur GMS. Alors, puisque les deux planètes gravitent autour du Soleil, donc 4π carré GMS sera la même pour la deuxième planète, et on retrouve cette relation. Alors voilà la notion de la troisième loi de Kepler.